À tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Pour ma part, j'ai lu 3 romans dans des genres complètement différents. Ça a été de très très bonnes lectures. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire ces romans la semaine dernière. Comment vous dire? Oui, alors, je voulais faire, ça faisait longtemps que je voulais faire ce petit aparté. Je bois un coup d'ailleurs. Ça faisait longtemps que je voulais faire ce petit aparté. À chaque fois que je publie un qu'as-tu lu, vous êtes un certain nombre à regarder, je vous en remercie d'ailleurs pour votre fidélité. Vous êtes un certain nombre à mettre des pouces en l'air, ça je vous en remercie beaucoup. Mais il y a systématiquement une personne, et elle est toute seule, parce que j'ai toujours un pouce en bas toutes les semaines sur mes vidéos qu'as-tu lu. Alors après, on peut pas plaire à tout le monde, c'est bien normal, c'est la vie qui est faite ainsi, et heureusement, on peut pas tout aimer. Néanmoins, je ne comprends pas pourquoi, si quelqu'un n'aime pas mon contenu, continue à le regarder, juste pour le plaisir de mettre un pouce en bas. Je ne comprends pas ce genre de comportement. Pour ma part, je me suis désabonnée de nombreuses chaînes parce que le contenu ne me correspondait plus. C'est la vie qui veut ça aussi. Des fois, on s'abonne à des chaînes. Au début, on est tout feu, tout flamme. On veut s'abonner à plein de trucs, on veut regarder plein de vidéos. Et puis, au fur et à mesure, les goûts changent. Ou on s'affermit un peu plus sur nos goûts. Et du coup, on ne suit plus ces personnes, on ne suit plus leur contenu parce que ça ne nous correspond plus. Et personnellement, je me refuse à rester abonné à une chaîne uniquement pour regarder les vidéos et uniquement pour pouvoir dézinguer ces vidéos et la personne qui les produit. Je trouve ça... c'est complètement une perte de temps. Je ne comprends pas les gens qui s'infligent, parce que c'est ça, c'est s'infliger, se faire du mal, s'infliger de regarder des vidéos que tu n'aimes pas uniquement pour le plaisir de ne pas les aimer. J'ai envie de dire à cette personne, passez votre chemin, désabonnez-vous, je sais pas, allez voir ailleurs, quoi. Mais après, voilà, je sais pas comment faire, ni quoi dire, ni quoi faire, ni... quelle est la meilleure chose à faire, mais j'ai envie de dire à cette personne, arrêtez de vous faire du mal. Voilà. Alors après, peut-être que 10, 20, 30, 50 abonnés vont partir, 100 abonnés vont partir, parce que finalement, ils s'aperçoivent qu'ils n'aiment pas mon contenu. Mais voilà, je ne comprends pas, cette attitude. Voilà, donc... ma foi, c'est la vie, hein, c'est je ne veux pas dire que c'est le quotidien des créateurs de contenu, mais presque. Bon. Après, s'il y a plusieurs personnes qui n'aiment pas une vidéo pour une raison ou pour une autre, elle peut être plusieurs. Ok, il y a une vidéo qui n'a pas plu, bon, ça peut arriver. Mais systématiquement, toutes les semaines, une seule personne. Et en plus de ça, pour certaines vidéos, je la mets en ligne généralement le lundi à midi. Vous pouvez être sûr qu'à midi et demi, j'ai un pouce en bas. C'est que vraiment la personne attend la vidéo pour vraiment la dézinguer après. Donc, voilà. J'espère que je ne vous ai pas fait peur et que je ne vous ai pas décidé à fuir mon contenu. Mais voilà, je voulais faire... Voilà, cette petite mise au point, ce petit focus qui me turlupine depuis quelque temps déjà et que je ne faisais pas, dont je ne parlais pas. Mais là, voilà, voilà, fallait que ça sorte et puis voilà, c'est sorti. Donc, maintenant, on va parler lecture. J'ai lu sur ma liseuse un roman numérique que j'ai obtenu grâce à NetGalley. Il s'agit de La Maison Noire de Yusuke. Je ne saurais jamais dire le nom. Alors, on va tout de suite aller voir le nom pour éviter de dire des conneries. De Yusuke Kishi.
publié aux éditions Belfond. Je vous mettrai la petite vignette ici. Dans ce roman, on va faire la connaissance de Wakatsuki, qui travaille dans une compagnie d'assurance depuis de nombreuses années. Alors, s'il n'est pas l'employé modèle, enfin, c'est un employé modèle, il fait son travail avec diligence, avec professionnalisme. En fait, il contrôle la véracité, si on peut dire, des décès, car beaucoup de personnes souscrivent une assurance vie, et quand la personne sur la tête de laquelle est l'assurance vie décède, il s'assure que ce n'est pas une mise en scène, enfin bref, quelque chose d'assez fallacieux pour verser l'argent. Donc son travail, c'est ça. Et il le fait avec beaucoup de diligence jusqu'au jour où on lui demande de venir directement sur place pour constater un décès. Donc, même si la démarche est quelque peu hasardeuse, il décide d'y aller. Et là, il va se retrouver face à une maison d'aspect assez glauque. Une maison noire, comme voilà, pour vous dire le lien avec le titre quand même. Et il va se rendre dans cette maison, il va faire la connaissance de ses habitants, et il va faire une découverte macabre. Il va découvrir le cadavre d'un enfant de 11 ans, pendu dans la pièce attenante où il se trouvait avec les habitants de la maison. Et là, eh ben, ça va être le début de la fin pour Wakatsuki. Alors, le début de la fin, c'est un bien grand mot, mais c'est là qu'il va un petit peu sortir des sentiers battus. Il va sortir un peu de son confort, de son train-train quotidien, parce que cette mort le turlupine, pour pas dire autre chose, le tracasse, et il va mener une espèce d'enquête sur les parents de ce garçon. Et il est bien loin d'imaginer de là où ça va le mener. Alors, dans ce roman, il ne faut pas vous attendre à un page-turner. L'auteur prend bien son temps pour développer son intrigue, pour situer son intrigue. On a un très très long laïus sur l'assurance vie au Japon. On a vraiment voilà, tous les tenants et les aboutissants du début du contrat d'assurance vie à la fin, jusqu'au paiement de la somme, les sommes considérables que peuvent auxquelles peuvent monter les primes d'assurance. On apprend beaucoup sur la classification des décès. Enfin, bref, on a tout un laïus assez intéressant, hein, somme toute. Peut-être été un petit peu moins long, ça n'aurait pas été de trop, mais bon. On a aussi un long moment, un long passage dans ce roman sur les tueurs en série, sur les psychopathes. J'ai trouvé ça très intéressant malgré tout, bon, même si c'était aussi un passage un peu long. Mais voilà, ça permet aussi de situer le récit, de contextualiser ce qui va se passer. Excusez-moi, il y a juste un goéland qui vient de se poser sur le balcon, puis il me regarde d'un air mauvais. Bah quoi, qu'est-ce que t'as? Toi aussi, tu veux participer au Catulu? Ouais, bah dis sur un autre ton quand même. Non mais oh. Voilà, vous aurez une discussion entre moi et un goéland. Franchement, ça vaut son pesant de cacahuètes. Franchement, ne serait-ce que pour ça, je vous encourage à laisser un petit pouce en l'air. Voilà. Et donc, on se trouve petit à petit dans ce roman où l'ambiance s'assombrit de plus en plus, où l'ambiance est de plus en plus lourde, où Wakatsuki craint vraiment pour sa vie. C'est voilà, je dirais que c'est un roman noir, un roman d'ambiance. Ne vous attendez pas à des rebondissements à chaque chapitre.
Faut pas vous attendre à ça, ce n'est pas un page-turner, mais voilà, c'est un roman d'ambiance. Voilà, il y a pour ma part, il y a quelques longueurs. Néanmoins, ça reste quand même un bon roman noir qui se situe au Japon et où on en apprend vraiment sur certains pans de la société japonaise. Et ça, j'ai trouvé ce roman hyper intéressant. L'intrigue est assez bien ficelée. Je me m'étais pas attendue à ça, mais j'étais quand même agréablement surprise par le chemin que l'auteur a voulu prendre. Voilà, pour moi, c'était une bonne découverte, une bonne surprise. Je vous le conseille si vous aimez le Japon. Vous allez pouvoir trouver votre bonheur dans ce roman noir sur la société japonaise. Par la suite, j'ai lu La dernière nuit de Pompéi de Gilbert Borde, publié aux éditions XO. Alors, dans ce roman, on va parler, je vous le donne en mille, des derniers moments de la ville de Pompéi et de ses habitants. Voilà. J'enfonce une porte ouverte, mais voilà, autant planter le décor comme il est. On est... Alors, au début, on est... que je dise pas de bêtises, on doit être quelques jours avant l'éruption du Vésuve. Éruption meurtrière, extrêmement violente, extrêmement dévastatrice, qui rayera de la carte la ville de Pompéi et de ses habitants. Et on se trouve 3-4 jours avant, le roman commence, 3 jours avant, 3-4 jours avant l'éruption, où on fait la connaissance de Marcus, qui revient sur la terre de Pompéi, sa terre natale, après un exil de plus de 17 ans. Il a quitté la ville de Pompéi 17 ans auparavant, au lendemain d'un terrible tremblement de terre qui a décimé toute sa famille. Et en fait, il revient à Pompéi car à Rome, là où il était établi depuis tout ce temps, une espèce de voyante lui a dit que ses enfants étaient toujours vivants et qu'ils l'attendaient à Pompéi et qu'ils attendaient qu'il le retrouve. Donc il a fait ni une ni deux, il a sauté dans le premier navire et en direction de Pompéi et il est revenu sur sa terre natale et là il s'est aperçu que énormément de choses avaient changé en 17 ans. Marcus est quand même issu d'une famille de nobles, on appelle les patriciens de l'époque, c'était quand même un noble, et il s'aperçoit que bon nombre de gens qui étaient à son service, d'esclaves, qui ont été affranchis pour le coup, ont repris la ville de Pompéi sous leur contrôle, et de nombreux affranchis sont devenus les nobles. Les nobles de maintenant, reléguant les anciennes familles bien loin des affaires de la ville. Marcus va également retrouver son amour de jeunesse, Rectina, qui est toujours habitante de Pompéi et qui n'a jamais oublié son premier amour. Et on va suivre ces personnages, on va suivre la quête de Marcus dans la recherche de ses enfants. Alors il y a un garçon, Julius, qui avait 6 ans à l'époque, et des jumeaux, une fille et un garçon qui étaient de tout petits quand le tremblement de terre a eu lieu. Et on va suivre la quête de Marcus pendant les quelques jours avant la catastrophe. Alors bien évidemment, tout au long de ce roman, on va suivre le compte à rebours de la catastrophe qui est annoncée. Beaucoup d'habitants ont trouvé qu'il se passait des choses extrêmement bizarres très peu de temps avant la catastrophe, mais comme ils étaient habitués aussi à de nombreux tremblements de terre, pour eux c'était un signe avant-coureur qu'il y allait avoir
un autre tremblement de terre, peut-être pas aussi meurtrier que celui d'il y a 17 ans, mais ils étaient bien loin d'imaginer que c'était une éruption du volcan. Il y avait eu énormément de signes avant-coureurs touchant les animaux qui d'un seul coup ont pris peur. Il n'y avait plus d'oiseaux, plus d'insectes, il y avait un silence quasiment de mort dans la ville de Pompéi très peu de temps avant l'explosion. Il y avait aussi des manifestations terrestres, enfin voilà, le sol qui se soulevait, des jets de vapeur qui sortaient de la terre. Enfin bref, il y a eu énormément de signes avant-coureurs. Beaucoup pensaient que c'était les dieux qui étaient en colère et voilà, la superstition était vraiment à son paroxysme à Pompéi. Et au fur et à mesure des chapitres, qui sont très courts, on a le décompte qui se réduit de plus en plus et on se retrouve à 4 heures, 3 heures, 2 heures, 1 heure avant l'explosion et jusqu'au moment où le moment fatidique arrive et où le Vésuve entre en éruption, une éruption à la fois éruptive et explosive. Gilbert Bond nous raconte par le menu comment l'éruption a eu lieu, comment ça s'est déroulé et comment la ville de Pompéi a été décimée et a été rayée de la carte en l'espace d'une journée. C'était hyper intéressant, c'était un récit hyper immersif. J'ai ressenti vraiment l'éruption, c'était extrêmement visuel. Et en plus de ça, l'image de la couverture montre bien toute l'étendue de la catastrophe qui s'est produite ce jour-là. Gilbert Bond s'est basé sur des recherches, des fouilles qui ont été faites sur les ruines de Pompéi. C'est vraiment hyper intéressant. La majorité des personnages qui sont dans ce roman ont vraiment existé. Alors bien que Gilbert Bond leur a inventé une vie, c'est vraiment hyper intéressant de voir ces gens dont la vie, bon, ici est romancée, mais en sachant qu'ils ont réellement existé et qu'ils ont réellement vécu cette catastrophe de près. Alors, j'ai juste un tout petit bémol. Il y a une question, pour moi, fondamentale de ce roman à laquelle on n'a pas répondu, où c'est vraiment le flou artistique. On n'a pas de réponse claire. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Mais du coup, c'est le seul bémol. J'ai pas la réponse à cette question. Néanmoins, c'est un superbe roman historique. Si vous voulez en savoir plus sur Pompéi et sur ces derniers moments, je vous conseille vraiment de vous diriger vers ce roman. Voilà. Alors, ensuite, j'ai lu 19 River Street de Laure Rollier, publié aux éditions Récamier Noir. Ici, on est dans un thriller psychologique que j'ai littéralement dévoré en une journée. Voilà, tout ça pour vous dire que c'est extrêmement addictif. On suit Maddy qui est une maman, elle est psychologue ou psychiatre, je ne sais plus, bref. Elle reçoit ses patients chez elle au 19 River Street, à Seattle. Et très vite, on comprend que Maddy a subi un drame. Il y a quelques années de cela, elle était en vacances sur un bateau avec son mari et ses 2 enfants. Et une nuit, un drame s'est produit. La petite Joséphine, 4 ans, a disparu du bateau et son corps n'a jamais été retrouvé. Maddy, elle est persuadée que sa fille est vivante quelque part, qu'elle a été enlevée et qu'elle est vivante quelque part. Et elle a toujours ce secret espoir de retrouver sa fille. Et on suit également Gabriel, qui est un écrivain à succès. Il a publié un premier roman qui a été un best-seller. Et il est en train d'écrire son 2e roman. Il a besoin de calme pour écrire son 2e roman. Et il va être locataire
de Maddy, où il va habiter au premier étage de la maison qu'elle a mis en location. Et très vite, les deux vont interagir du jour où Maddy va retrouver sur son pare-brise un mot qui lui donne rendez-vous dans un bar, un mot qui lui dit « Je sais ce qui s'est passé sur la dernière danse, Joséphine est en vie, demain, 22 h, venez seul. » Donc forcément, ça relance l'espoir de Maddy de retrouver sa fille, mais elle se doute bien dans son fort intérieur qu'aller seule à un rendez-vous de ce type est potentiellement dangereux. Et Gabriel tombe par hasard sur ce mot et il va aller avec elle à ce rendez-vous. Et à partir de là, il va promettre à Maddy de l'aider à découvrir le fin mot de l'histoire. Alors petit à petit, dans ce livre, on va apprendre des choses à la fois sur Gabriel et sur d'autres personnages de ce roman. Petit à petit, il va y avoir des rebondissements. Les chapitres sont très courts, alors je peux vous dire que c'est hyper addictif. Et les chapitres alternent entre le point de vue de Maddy et le point de vue de Gabriel, jusqu'à arriver à cette dernière partie où on a des révélations, où tout s'explique en fait, et où ça devient vraiment, et c'est dans cette dernière partie où on plonge vraiment dans le thriller psychologique, dans un délire psychologique. C'est vraiment extrêmement bien fait. Alors il y a sans doute des petites choses qu'on peut deviner, mais moi franchement je me suis laissée porter par la plume de Laure Rollier. J'ai vraiment beaucoup aimé ce que j'ai lu, beaucoup aimé ce que j'ai découvert. Le suspense était vraiment intense et j'ai beaucoup aimé le personnage de Maddy, de cette maman qui ne s'est jamais remise de la disparition de son enfant. Il est vraiment question du deuil, de la question du deuil qu'il est très difficile de faire quand on n'a pas de corps à enterrer, quand on n'a pas de corps de tombes sur lesquelles se rendre pour rendre un dernier hommage aux défunts. C'est extrêmement difficile. En plus de ça, quand c'est un enfant, un tout petit enfant, on voit aussi tous les ravages que ce drame a eu sur la famille, sur l'enfant survivant, sur le mari. Bref, on a vraiment beaucoup d'éléments. Alors, il y a aussi une intrigue sur le passé de Gabriel. On a plusieurs intrigues qui sont mêlées dans ce roman. C'est vraiment très bien fait. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et le tout dernier chapitre apporte un éclairage sur tout le roman. C'est vraiment le chapitre qui clôt et qui explique tout. Enfin, qui explique tout. Qui explique beaucoup de choses. C'est vraiment voilà, un chapitre qui met vraiment un point final à ce roman. J'ai beaucoup aimé. Je vous conseille vraiment ce roman si vous voulez débuter dans le thriller en général et dans le thriller psychologique en particulier. Ça se dévore, il n'est pas très long. Les chapitres sont très courts, la plume est addictive, les personnages sont très bien faits. Et voilà, je vous le conseille parce que moi j'ai passé vraiment un excellent moment avec ce roman. Voilà, donc ce qu'a-t-il lu est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire ces romans ou si vous les avez lus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, comme ça. Un pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à partager votre instant de visionnage et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, car c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très très belle semaine, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!